Bonjour à tous. Je vais prendre la suite de la présentation du webinaire, de l'observation à la modélisation des ateliers. Comme disait ma collègue, suite à des présentations suite à des travaux qui vous ont été présentés jusqu'ici, on a collecté pas mal d'informations sur les différentes choses, soit des facteurs de transmission et de persistance du virus dans les ateliers, et aussi les facteurs de risque et également la description du fonctionnement normal et en période pandémique des ateliers. Et la question ensuite, c'est au vu de ces connaissances sur ces fonctionnements et de ces facteurs de risque identifiés, la question se pose, c'est comment on peut prévenir la contamination des personnes qui travaillent dans ces ateliers, mais aussi des aliments et des surfaces de l'atelier par le SARS-CoV-2. Et pour cela, les approches de modélisation mathématique est une approche, on va dire, un peu incontournable pour pouvoir, qui permet plusieurs choses, notamment pour la prédiction de ces contaminations, parce que les modèles mathématiques permettent de prendre en compte ces connaissances et puis de les formaliser sous forme de données d'entrée du modèle. Et avec le modèle, on va pouvoir générer les différents résultats sur la base de simulations numériques, même pour les différents scénarios qu'on va dire hypothétiques. Et à la fin de ces simulations, on va pouvoir évaluer les différences qu'on peut avoir dans les prédictions de la contamination du virus. Il y a un point à préciser tout de même, c'est que modéliser la transmission du virus dans un atelier de transformation de la viande, c'est quand même un challenge parce qu'il s'agit d'un environnement plutôt très complexe, parce qu'il y a plusieurs éléments qu'on doit intégrer en fait dans cet environnement, qui sont à la fois des opérateurs, les surfaces dans les ateliers, mais aussi des aliments, de l'air, etc. Et ces éléments-là, ils sont en permanence en interaction entre eux dans l'espace. Et non seulement dans l'espace, parce que il y a un fonctionnement qui est très dynamique aussi dans le temps, parce que ça change au cours du temps, ça évolue très très vite. Suite à ces informations-là, une revue de la littérature sur les modèles potentiels qui peuvent être utilisés et qui peuvent être appliqués. Nous avons sélectionné un type de modèle à développer. Il s'agit du modèle qui s'appelle modèle basé sur les agents, ou encore appelé modèle multi-agent. Donc un modèle multi-agent a été développé dans ce cadre de ce projet. Très rapidement, en deux mots, un modèle sur les agents. Les agents, ça peut représenter différentes choses dans l'atelier. Ça peut être une personne, ça peut être un morceau de viande, de l'air, etc. Faute de temps, je ne vais pas vous donner tous les détails mathématiques du modèle aujourd'hui. Juste quelques lignes principales en fait du modèle sur le principe. Le modèle multi-agent, ça nous permet en fait de décrire toutes les caractéristiques des ateliers, par exemple les dimensions, les différents espaces, les conditions de ventilation, la température, etc. Et aussi le modèle, le but c'est de décrire les différents éléments, les différents agents qui sont présents dans l'atelier. Et dans ce travail, on a considéré quatre grandes catégories, on va dire quatre catégories d'agents à considérer. Premièrement, ce sont des opérateurs, donc les travailleurs dans l'atelier. Et puis, on a considéré de l'air et aussi deux autres parties qui sont les surfaces et les aliments. Et comme je vous disais tout à l'heure, ces quatre éléments, ces quatre modules sont en permanence en interaction entre eux. Par exemple, entre les opérateurs et de l'air, on peut avoir la transmission du virus via les activités respiratoires des opérateurs, soit par l'exhalation du virus dans l'air et ou l'inhalation du virus à partir de l'air. On peut avoir aussi la sédimentation des différents gouttelettes qui contiennent ou non des virus dans l'air qui peuvent sédimenter sur les différentes surfaces inertes qui se retrouvent dans l'atelier et ou sur les différents morceaux de viande, portions de viande qui sont présents dans l'atelier.
Nous avons d'un autre côté, c'est que les opérateurs, ils peuvent eux-mêmes aussi contaminer les surfaces et les portions d'aliments. Et enfin, il ne faut pas négliger non plus le transfert possible du virus entre les surfaces et les aliments. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc les données qu'on a acquises jusqu'ici, donc en l'occurrence la revue de la littérature, les enquêtes, les expérimentations, etc., ça nous permet de décrire les entrées du modèle sous forme de données quantitatives et aussi d'hypothèses qu'on met dans le modèle. Et ici, on peut inclure comme données d'entrée les caractéristiques du SARS-CoV-2, donc en l'occurrence, les différents variants possibles, les taux d'attaque correspondants, etc. Et on a un deuxième type d'entrée du modèle, on va dire, c'est d'autres paramètres qu'on va pouvoir modifier nous-mêmes de manière plus ou moins volontaire, on va dire. Premièrement, on peut citer des paramètres de type dimension, ventilation, température, humidité, des paramètres, on appelle ça un peu extrinsèques, qui nous permettent en fait de définir les différents scénarios, soit liés à la dimension de l'atelier, aux caractéristiques de l'atelier, mais aussi de l'autre côté, on retrouve aussi des scénarios qu'on peut définir avec des différents comportements et aussi des mesures de prévention mises en place. Et donc là, ces scénarios-là ont été définis grâce à des investigations épidémiologiques et des enquêtes industrielles qui vous ont été présentées tout à l'heure. Et donc avec ce modèle, on va pouvoir réaliser des simulations et ces simulations-là vous donnent plusieurs sorties, plusieurs résultats en sortie du modèle, pardon. Là, on a plusieurs classes de sortie du modèle. La première, c'est on va pouvoir prédire la contamination des opérateurs, mais également la contamination des aliments et aussi la contamination des surfaces. Et grâce à ces résultats de simulation générés par le modèle, on va pouvoir confronter avec des vraies données épidémiologiques pour pouvoir valider le modèle dans une perspective de réutilisation plus tard. Donc, comment on a modélisé le fonctionnement de l'atelier? Donc, le modèle, il a été implémenté de manière à ce qu'on on va pouvoir définir nous-mêmes de manière un peu personnalisée, c'est-à-dire on va pouvoir définir nous-mêmes les différentes caractéristiques de l'atelier, soit les dimensions, les conditions de ventilation, les différents espaces dans l'atelier. Là, comme illustré à l'écran, là, on va pouvoir retrouver quelques espaces, on va dire, principaux de l'atelier. Donc, illustration d'une salle de découpe, d'une grande salle de découpe avec les différents espaces, soit le bureau, une zone d'arrivée pour les matières premières, pour les carcasses, un sas d'entrée pour les opérateurs, une zone de déchets, les sanitaires, la chambre froide, etc. Et en plus des espaces, on peut également mettre des objets, on va dire des objets, des équipements dans cette salle. Et ici, en l'occurrence, je vous illustre ici 2 tapis convoyeurs et un équipement à la fin de la chaîne de production, par exemple un équipement pour l'emballage. Et on a pu considérer en fait les différents agents. Donc le premier type d'agent qu'on a considéré, c'est les opérateurs. Donc ici, on a défini différents types de postes de travailleurs. Donc on peut citer par exemple les personnes qui font de la découpe, donc les découpeurs, mais également les personnes qui font des missions un peu, on va dire, logistiques, c'est-à-dire les personnes qui transportent les carcasses entre la zone d'arrivée des carcasses et puis les personnes qui transportent les produits finis vers la chambre froide, par exemple. Et également, on considère aussi les personnes de type transverse, c'est-à-dire les personnes managers, personnel administratif, et aussi les personnes de l'équipe nettoyage. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on modélise également le mouvement des agents de type portion d'aliments. Donc, les carcasses que j'illustre ici, sous forme de carré, il va suivre les étapes de découpe.
le long du tapis convoyeur et ces morceaux-là vont devenir de plus en plus petits et quand ça devient les plus petits morceaux, ils vont être emballés et puis stockés dans la chambre froide, par exemple. Donc, on a les différents types d'agents qu'on a définis dans l'atelier. Et ensuite, il nous a fallu en fait de définir les différentes règles. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un système dynamique qui fonctionne dans le temps. Donc, il nous a fallu les différentes règles spatio-temporelles, c'est-à-dire il faut savoir à quel moment quel opérateur est à telle position. Pareil pour les morceaux de viande, etc. Et grâce à ces règles-là, on va pouvoir simuler les différentes étapes de ces agents dans l'espace et dans le temps. Donc, pour pouvoir définir ces règles-là, comme illustré sur cette petite animation, c'était un peu ça l'intérêt en fait des enquêtes préliminaires. C'est-à-dire, on avait besoin d'informations, par exemple, sur le nombre d'opérateurs de l'établissement, le nombre d'opérateurs par jour, présents par jour, et puis sur les différents types de postes, avec, si possible, les informations sur le nombre d'employés par mission. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a différents types de postes, donc découpe, personnes logistiques, transfert, etc. Mais on avait aussi également besoin d'informations sur comment ça s'organise au niveau de l'emploi du temps, au niveau des calendriers. Et donc, en l'occurrence, on peut avoir plusieurs équipes, plusieurs activités dans la salle. Et puis, si c'est le cas échéant, les rotations d'équipes, les congés, etc. Donc, pour illustrer un petit exemple, donc pour une journée type de travail, entre minuit et 5 heures du matin, il ne se passe rien en termes du personnel dans l'atelier. Et puis, on va retrouver, par exemple, la présence des opérateurs du premier fonctionnement, enfin, de l'équipe du matin, entre 5 heures et 13 heures. Là, on retrouve les différents types d'opérateurs, donc les coupes logistiques, etc. Sur une autre plage d'horaire, on retrouve les personnes administratives. Et puis, on a le relais pour l'équipe de l'après-midi. Et on n'oublie pas, en fait, l'équipe de nettoyage qui interviennent le soir. Donc, on a eu les règles, en fait, sur l'évolution des agents dans le temps, mais où on en est, en fait, pour le virus. Donc, imaginons, il y a des personnes qui sont infectieuses dans l'atelier. Donc, là, je dis bien infectieuses parce que si une personne est infectée, ils ne transmettent pas forcément le virus à tout le temps, donc en fonction des différentes phases d'infection, parce qu'une personne infectée, il ne peut être infectieux au bout de quelques jours et seulement pendant un certain temps. Donc, s'il y a des personnes infectieuses qui sont présentes dans la salle, en fonction du fait qu'ils portent un masque ou pas, la personne va transmettre des petites gouttelettes dans l'air via des activités respiratoires de type la toux, l'éternuement ou le fait de parler ou respirer tout simplement. Donc, les gouttelettes qui sont présentes dans l'air, donc ça peut être de différentes tailles, et ces gouttelettes-là peuvent contenir ou non du virus. Et puis, en fonction des conditions de ventilation qu'on a dans la salle, on peut avoir, il y a l'évolution en fait de ces gouttelettes dans l'air. Et puis, s'il y a une autre personne qui ne sont pas encore malades, qui sont susceptibles, on va dire, en fonction des doses que cette personne-là inhale dans l'air, ça peut déclencher ou pas une contamination par l'air. Ça, c'était une contamination par l'air, mais il ne faut pas oublier, il y a aussi des projections gouttelettes pour les personnes qui sont vraiment à proximité des personnes infectieuses. Donc là, on peut avoir des projections des gouttelettes directement sur les personnes à proximité. Donc là, sur ces deux manières en fait de contaminer les opérateurs dans l'atelier, on appelle ça un peu des contaminations intérieures dans l'atelier. Mais comme identifié dans les facteurs de risque par SPF, donc on peut considérer également d'autres sources de contamination. Cette fois-ci, on appelle ça extérieure. La première source, c'est en fonction de la situation épidémique régionale. Donc, c'est en fonction si la prévalence est élevée ou pas à un moment donné.
Et puis, en fonction si les personnes susceptibles ont une activité en communauté de type covoiturage ou cohabitation ou pas. Il ne faut pas oublier aussi que pour les gouttelettes qui sont présentes dans l'air, il peut y avoir une sédimentation possible de ces gouttelettes-là sur les différentes surfaces inertes et des aliments qui sont présentes dans la salle. Et aussi, il y a des chutes de gouttelettes de grande taille, donc suite à des événements de type toux, éternuement et parole, etc. Et puis, ces gouttelettes-là qui contiennent du virus, ça peut être transféré entre les surfaces et des inertes et les portions alimentes. Et à la fin de ça, on va pouvoir prédire la contamination des surfaces et des aliments en sortant de l'atelier. Je vous ai parlé des phases d'infection, donc très rapidement, pour vous présenter le processus. Si une personne devient infectée, il y a on appelle ça une phase latence, qui dure 3 jours, pendant laquelle la personne n'émet pas en fait du virus. Et ensuite, il va entrer dans une phase qu'on appelle ça une phase infectieuse. C'est là que la personne commence à émettre du virus. Cette phase-là, ça va commencer par une phase présymptomatique, c'est-à-dire il ne se passe rien au niveau des symptômes pendant ce temps-là. Et puis, au bout de 2 jours, il y a une proportion de personnes vont développer des symptômes et d'autres proportions ne présentent pas de symptômes. Donc symptomatique et asymptomatique. Donc pendant toute cette période-là, il y aura du virus qui vont qui vont être émises par ces personnes infectieuses pendant ce temps. Et après ce temps-là, la personne va redevenir à une période qu'on appelle ça non infectieuse, c'est-à-dire n'émet plus de virus. Elle peut être toujours positive au test, etc., mais n'émet plus de virus. Et puis à la fin, il y a la phase test négatif, donc guéri. Donc pourquoi je vous parlais de ça? Parce que c'est en lien direct avec les gestions des absences qu'on peut mettre en place en fait dans le fonctionnement de l'atelier. Parce qu'une personne qui devient symptomatique, il y a une très forte probabilité en fait que la personne devienne absente du travail et selon une durée fixée en fonction de la situation épidémique. Et il y aura également des changements possibles pour le fonctionnement en interne. Par exemple, s'il y a des opérateurs de découpe qui sont absents, il y a d'autres personnes qui peuvent la remplacer, par exemple. Et le but, c'est pour pouvoir maintenir l'activité de l'établissement. Donc, pour résumer un petit récap, en fait, de ce modèle. Donc, le modèle au complet, je vous remets le petit schéma. Donc, notre démarche de modélisation globale et de simulation, ici, en quelques mots, donc, le modèle a été implémenté et il y a différents scénarios définis et testés. Et pour chaque scénario, il y a plusieurs indicateurs qui ont été estimés. On a pu comparer certains résultats entre ces différents scénarios et ces résultats-là vont alimenter un outil simplifié, on va dire, pour visualiser de manière interactive en fait sur les résultats. Donc, c'est sur la présentation à suivre.